Bonjour à tous, donc c'est Amar, investisseur et entrepreneur sans banque. Donc, bienvenue sur la troisième vidéo de la série Investir comme un pro. Dans les deux précédentes vidéos, on a vu dans la pratique, techniquement, comment rechercher une ville et ensuite comment définir le prix au mètre carré. Donc, désormais, on va passer à l'action. Il va falloir multiplier les visites. Il n'y a pas de secret. Si d'autres personnes vous disent qu'ils ont un secret pour avancer dans l'immobilier sans faire de visite, faites gaffe. Multiplier les visites, ça va vous permettre de devenir un expert de votre marché, de vous créer un réseau, le fameux réseau, d'affûter son œil et de pouvoir reconnaître une bonne affaire au premier regard. Donc, la multiplication des visites, donc pour trouver le bien idéal en phase avec notre stratégie, il faudra faire de nombreuses visites, comme je disais. Il n'y a pas de secret, encore une fois, et pas d'alternative. Si vous voulez connaître votre marché, vous faire connaître, vous devez visiter et visiter encore. Si au bout d'une ou deux visites, vous ne prenez aucun plaisir, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas de plaisir tout simplement à aller en visite, bon, écoutez, peut-être qu'il faudrait vous créer une entreprise, peut-être que vous devriez trouver une autre alternative. C'est pas bon. Si vous n'allez pas en visite avec plaisir, moi j'y vais pour moi, j'y vais pour des amis, j'y vais pour la famille. Quand je traîne en ville et que je vois un Porsche ouvert, je ne peux pas empêcher, je rentre. Voilà, vous devez avoir cette envie, cette passion, cette flamme en vous. Sinon, ça va être compliqué. Il faut dire les choses. J'ai acheté mon premier en 2006, donc j'ai la prétention d'avoir une petite expérience qui me permet de dire ça. Mais avec cette habitude et sous quelques semaines, vous saurez à partir d'une simple annonce définir les plus, les moins d'un bien. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner les biens les plus attractifs. Ça permet de créer le réseau. Ça vous permet surtout de créer un réseau. Vous allez rencontrer un grand nombre d'agents auprès de qui vous présenterez vos critères de recherche. Vous serez désormais visible et donc on pensera à vous pour les fameux biens en off. Alors, je fais une parenthèse de suite. Les biens en off, ce n'est pas non plus l'idéal, l'absolu à rechercher. J'ai fait dans une ville de 150 000 habitants très tendue, beaucoup d'investisseurs qui ont les moyens, une ville assez riche. J'ai fait une majorité de mes bonnes affaires, même super bonnes affaires, sur des biens qui étaient sur le bon coin, sur ce loger. On a des techniques, on en parlera après. Mais l'idéal, c'est les biens en off. Voilà, la dernière affaire que je viens de signer, on m'a appelé, j'ai visité dans la foulée, c'était des mètres carrés à moitié prix. Donc, important, on va se créer un réseau. Et on va affûter son œil, donc son expérience. On va se créer de l'expérience. Avec ces efforts, ils vont vous donner l'œil qui vous permettra, comme un pro, même si ce n'est pas une science exacte, de détecter si le bien est bien situé, si le prix affiché est juste ou si c'est une anomalie de marché, si l'exploité sera aisé, si les travaux seront simples, etc., etc. Maintenant, passons dans la phase pratique. On a son prix de marché, on a sélectionné de nombreux biens et on s'apprête à visiter. Donc, on va passer l'appel à l'agent ou au vendeur. Souvent, ce sera un agent. Dans cet appel, on va devoir reprendre les éléments de l'annonce et les vérifier. L'adresse, la surface, le prix, les charges de copropriété, prix de la location s'il est loué, la taxe foncière, s'il y a ou pas des travaux. On reprend tout ça parce qu'on ne va pas, imaginons vous avez sélectionné des biens dans une ville à 200 km, vous allez essayer de faire 5, 6, 7, 10 visites dans la journée, autant éviter les rebuts, donc il faut qu'on reprécise bien ces éléments. Parfois, les agents sont un peu sérieux, donc ils mettent tout, ils mélangent entre les annonces, etc. Donc, redemandez bien. On va demander s'il y a déjà eu des appels et si des visites sont déjà programmées. Encore une fois, on avait étudié le prix du mètre carré, donc on sait qu'on est sur une bonne affaire potentielle. Donc, s'il y a des appels, s'il y a des visites, donc il y a de l'intérêt. On va devoir se préparer encore mieux ou essayer de passer devant. Si le bien est vendu sans locataire, et sinon, quelle disposition à prix de vendeur?
S'il y a des locataires, vous ne pourrez pas rénover de suite. Donc, pas de plus-value, ni de cash flow, souvent. Donc, c'est important. Parfois, le vendeur prend des dispositions, il vend le bien et il a reçu le préavis. Donc, dans 2 mois, 3 mois, 1 mois, le bien va être libéré et donc vous pouvez développer votre stratégie pour obtenir du cash flow. Si ces points, les points supérieurs, là qu'on vient de citer, démontrent une bonne affaire ou une affaire en or, alors le temps joue contre nous et vous devez demander une visite très rapide. Vous devez faire en sorte d'être le premier en disant par exemple que vous êtes investisseur, que vous êtes très intéressé par le bien, car vous êtes en recherche depuis longtemps, que vous achetez régulièrement ce type de bien et que vous êtes acheteur sérieux. Je ne vous demande pas de vendre, chacun dira en fonction de ce qu'il est réellement, mais on peut convaincre par la parole de l'intérêt qu'on porte et en étant sympathique, on y reviendra, faire en sorte qu'on soit le premier à visiter. Les fameux biens dont je vous parlais, Bon Coin, Se Loger, etc., c'est parce que j'arrivais à montrer à l'agent que je n'allais pas lui faire perdre son temps, que je venais, que j'étais acheteur, que je voulais juste jeter un coup d'œil, qu'en sortant, il aura mon accord ou mon désaccord. Souvent, je ne dis pas qu'il aura mon désaccord. Je lui dis c'est une formalité, on va se rencontrer, on va le faire. Quand est-ce qu'on peut le visiter? Je suis libre de suite. Alors ben non, j'aurai pas de visite avant 15 heures. Je dis ok, 15 heures, mais je vous demande s'il vous plaît d'être le premier. C'est la seule chose que je vous demanderai, c'est d'être le premier. En général, je suis le premier et je ne laisse pas partir avant d'avoir donné mon accord, si encore une fois on est dans une affaire en or. Donc, il faut absolument être le premier à visiter si on est persuadé de rentrer dans les critères dits d'une affaire en or. Ensuite, la prévisite. C'est une étape importante pour voir le quartier. Alors là, on est dans un processus classique. Je ne vous parle pas de la super affaire en or où il faut absolument être le premier, etc. Là, on a moins de pression. C'est une bonne affaire sur laquelle on va pouvoir créer de la plus-value avec les travaux, etc. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'être le premier. Donc, la prévisite, on va s'intéresser au quartier, on va connaître le voisinage. Donc, quand je dis prévisite, c'est-à-dire bien sûr, si vous avez 300 km à faire, ça va être compliqué, mais on va, avant la visite, faire un tour du quartier, de l'endroit. Revenir de nuit, par exemple, si on a vu qu'il y avait un bar, s'il y avait un bar, une boîte de nuit aux alentours, interroger les voisins sur le bâtiment, sur les autres voisins, voir s'il y a d'autres biens en vente. Si par exemple on voit qu'il y a trop de panneaux à vendre, il y a peut-être un problème dans le quartier, on doit savoir c'est quoi ce problème et questionner les voisins. Je ne vous demande pas de faire du porte-à-porte, mais on croise quelqu'un, bonjour madame, bonjour monsieur, je suis le nouveau propriétaire, ou je vais être le nouveau propriétaire du bien là au 3e étage. Alors le quartier, alors les gens c'est des pipelettes. On leur pose la question. Souvent, les personnes n'osent pas. Quand vous osez, on vous dit tout, surtout s'ils en ont, attention, expression de vieux, gros sur la patate, ils vont vous dénoncer tout ce qui se passe. Donc, source incroyable. Moi, je le fais même avec l'agent, je pose les questions, il n'y a pas de gêne à avoir là-dessus. Voir s'il y a des travaux prévus dans le quartier, si on voit qu'il y a des travaux de l'arrivée du tram, d'une rue piétonne, etc. Tous ces éléments sont super importants. Ils vous permettront d'affiner votre vision et éventuellement le prix maximum que vous pourrez proposer pour ce bien et donc le faire directement le jour de la visite. Donc, arrive le jour de la visite. Mes conseils sont les suivants. Venir un peu en avance. Tout d'abord pour faire bonne impression, car si vous arrivez en retard, vous risquez d'agacer le vendeur, l'agent, et voilà, vous partez avec un petit bémol. S'il y a 10 visites derrière vous, il vaut mieux éviter. On va devoir se vendre. Si c'est une bonne affaire, encore une fois. On refait un tour du quartier pour voir s'il n'y a pas eu de changement depuis la prévisite. Mais aussi pour faire croire à l'agent que vous connaissez le quartier et que vous êtes donc un acheteur sérieux. Alors si vous serez dans la visite avec l'agent, on pourra parler, ah oui, oui c'est vrai, au-dessus de la boulangerie, il y a un bien à vendre. Oui, c'est des petites choses, vraiment des petits éléments, les gens n'y prêteraient même pas attention. Mais croyez-moi, ces petites phrases vont dire, ah ok, l'agent, il va penser, il va se dire, ah, il est sérieux, il connaît le quartier, donc quand il me dit qu'il est investisseur, bon, apparemment, c'est pas un rigolo. C'est plein de petites choses comme ça qui vont faire que l'agent va négocier pour vous derrière et va vous donner le bien en priorité sur un autre. C'est juste le lien qu'on va créer avec lui. Donc, au niveau de la tenue. Donc, bien évidemment, la tenue ne devrait pas être un critère. Mais malheureusement, si vous avez 20 ans, que vous venez en jogging, vous risquez d'être
discriminé, ou en tout cas pas pris au sérieux. Donc, venez avec une tenue normale, mais pas trop décontractée. En tout cas, pour les premières visites, si vous restez sur la même ville, croyez-moi, par la suite, vous pourrez venir en short tongs. Ah, tiens, c'est Amar qui visite. Voilà, quand on a déjà fait des achats avec telle agence, etc., souvent on va reprendre les mêmes, et ben on se pose plus de questions. Donc là, on fait un effort. Par la suite, on n'aura pas forcément à le faire, mais la bonne tenue, le vocabulaire adapté, parce qu'on aura révisé nos termes immobiliers, etc., ce sera un vrai plus. Donc, pendant la visite, faites en sorte d'être à l'aise ou faites comme si vous l'étiez. Pour cela, vous devez être à l'aise avec le vocabulaire immobilier, encore une fois. Donc, n'hésitez pas à aller sur Google et regarder un petit peu tous les termes pour être à l'aise, comprendre ce que vous dira l'agent, répondre par la positive, la négative, etc. Il peut arriver qu'on ne comprenne pas un terme, mais bon, on peut faire un oui, bien sûr, et ça passe. Mais il vaut quand même mieux savoir de quoi on parle. Donc, vous devrez obtenir la réponse à toutes les questions qui suivent sans pour autant lui faire sentir que vous faites passer un interrogatoire. Posez les questions de manière aléatoire et pas d'une seule traite. Demandez par exemple depuis quand le bien est en vente, puis regardez la cuisine et posez une autre question, et puis parlez du quartier, et puis comme vous avez créé un lien, parlez de l'agent. Vous habitez cette rue-là. Ah tiens, j'ai un bien là, je fais du sport ici, je fais du sport là. Il ne faut pas que ce soit question, l'électricité a été refaite, non, les charges de copropriété, on en est où, il y a des travaux prévus. Pas d'une traite. Il faut que ce soit un échange amical avec les questions importantes au milieu. Donc, on va lui demander depuis combien de temps le bien est en vente. Très important car il déterminera si votre marge de négociation est importante. Si le bien a été mis en vente la veille, qu'il a déjà 15 visites, ça risque d'être tendu. Si le bien est en vente depuis 3 mois à 6 mois, là, c'est qu'on risque d'avoir une meilleure marge de négociation. On en parlera dans une vidéo par la suite sur comment négocier. Interrogez sur la tenue de la copropriété. Est-ce que c'est une copropriété bénévole? Est-ce que les travaux ont été exécutés? Est-ce qu'il y en a à venir? Si à venir, est-ce qu'ils ont déjà été votés? Etc. Ça permet de savoir si les charges sont basses et si surtout elles sont contrôlées. Et si travaux, ça permet d'envisager aussi une négociation supplémentaire s'ils n'ont pas déjà été votés, auquel cas ils seront déjà à la charge du vendeur. S'intéresser au profil de vendeur. Vous devez tout savoir sur le vendeur. C'est pas naturel, c'est pas évident les premières fois de le faire, mais quand vous comprendrez l'importance, vous n'hésiterez pas. Et encore une fois, c'est la façon dont on demande. Alors le vendeur, il est divorcé, il a le couteau à la gorge, il est endetté. Et hop, la visite elle va s'arrêter là. Si on est plus nuancé, tout se passe en général plutôt bien. Très important, demander est-ce qu'il sait depuis combien de temps le client possède le bien, est-ce qu'il sait pourquoi il vend. Tout ça, ça vous permet de savoir s'il est pressé, s'il est dans le besoin, s'il y a un divorce par exemple. Souvent, on a juste à lancer la première question et l'agent va tout déballer. Plus d'une fois, les agents disent « Ah bah tiens, encore pas si longtemps, il est parti vivre en Thaïlande, alors il vend ce bien-là, il n'en a pas besoin, etc. etc. » C'est plein d'éléments qui font que, ok, il est à l'étranger, il veut vendre, probablement vite, il a d'autres préoccupations, d'autres soucis là-bas. Donc même s'il perd 5, 10, 20, 30 000 euros sur son bien, perd. Si on lui baisse, l'essentiel pour lui, c'est d'avoir liquidé ce bien et passer à autre chose, tourner la page. On doit se mettre à la place du vendeur et imaginer ce que nous, on accepterait. Donc, et puis, poser la question, tout simplement, demander la marge possible de suite. La majorité des agents ont déjà vu avec leurs clients, les vendeurs, en sachant qu'on est aussi leurs clients, quelle marge ils avaient sur ce bien. Peut-être qu'ils ont parlé d'un bien inférieur et ils se sont dit on va le mettre au-dessus. Déjà, ça permet de revenir à un prix plus sûr, plus serein. Ça vous permettra de connaître le prix de départ des négociations. Attention, ce n'est pas parce qu'on vous a retiré, il vous a dit que oui, on pourrait, je dis n'importe quoi, sur un bien à 90 000 ou 85 000, ça passerait. Ça marche. C'est souvent cette phrase que les agents vont dire, que 85 000, ça passe. Mais vous, c'est juste le point de départ de vos négociations.
On va lister les points positifs et les points négatifs. Les deux seront utiles lors de la formulation de votre offre. Donc les points positifs, par exemple, alors bien évidemment les points positifs peuvent être tournés en points négatifs et inversement. Donc l'agencement du bien. On va se dire, voilà, là c'est compliqué, il va falloir que j'inverse, que je mette plutôt la salle de bain au niveau de la cuisine et que je réinverse pour la cohérence, pour pouvoir casser le mur et faire une cuisine ouverte, etc. Donc ça, c'est des points qui seront importants pour pouvoir négocier. La tenue de la copropriété, est-ce que les fenêtres sont en double vitrage? Auquel cas, bing, pareil, un point en plus. Au niveau négatif, l'électricité n'a pas été refaite, la plomberie n'est pas bonne, etc. Donc comme je vous disais, dans l'absolu, ce qui est positif peut être négatif, etc. Ensuite, demandez à l'agent si des améliorations sont prévues dans le quartier à sa connaissance. Même si on connaît le quartier et on fait en sorte de passer pour un professionnel, pour un connaisseur, les agents aiment bien qu'on leur pose des questions. Surtout, les agents aiment bien qu'on leur fasse penser qu'ils sont hyper importants pour nous aussi, qu'on a besoin de leur connaissance et de leur science, etc. Donc, on les met en valeur, on les valorise, on les grandit et ils nous donnent tous les éléments. Et il nous aide par la suite dans la négociation. Donc, s'il y a des travaux prévus dans le bien lui-même, ça permet de savoir si le bien va prendre de la valeur, par exemple, sans effort de notre part, et de prévoir son budget travaux. Impliquer, ce que je commence à vous dire au préalable, l'agent dans la visite. Lui expliquer ce que vous envisagez de faire, rajouter une chambre, ouvrir la cuisine, en lui demandant ce qu'il en pense, impliquez-le dedans. Faites en sorte qu'il se sente important, encore une fois, et qu'on a besoin de ses conseils, que ces conseils sont importants pour nous pour pouvoir améliorer le bien. Sympathiser avec l'agent, découvrez ses centres d'intérêt et rebondir dessus. Il ou elle aime peut-être les voyages, lui parler de vos dernières vacances. Cela peut paraître inutile, mais rappelez-vous que vous devez construire un bon réseau. Et surtout, que c'est lui qui va négocier aussi pour vous. Il n'est pas que ce n'est pas que le vendeur son client. Si nous, on n'achète pas, il n'a pas de com. Donc ça s'arrête là. On est aussi son client, même le plus important selon moi. Donc ne formalisez pas la visite. Faites que le rendez-vous soit agréable. Les petites blagues si vous êtes à l'aise. Demandez si d'autres biens sont disponibles dans son agence. Voilà, on ouvre les champs des possibles avec lui et il se dit tiens, là potentiellement j'ai un client, même si ce n'est pas sur ce bien, j'ai une personne que je dois prendre en considération, avec qui je dois faire du bon travail. N'oubliez pas que c'est l'agent qui va aussi défendre nos intérêts auprès du vendeur. Ça c'est important, on n'y pense pas souvent, on pense qu'on a un clan, le vendeur, l'agent, et puis nous on est là et on doit batailler. Non, on est une équipe. On doit créer les conditions d'être une équipe soudée. Et là, il va travailler pour nous. Si le bien vous correspond, montrez-le, mais sans excès. Il doit ressentir votre intérêt pour pas juste tourner la page, mais que vous n'êtes pas sûr de faire une offre. Et ça sera important pour l'autre étape qui est de la négociation, qu'on verra par la suite. Petite parenthèse pour la LCD lorsque vous visitez, faites attention, même si on peut contrer sur certains biens. Vous devez savoir si le bien n'est pas un bâtiment dit bourgeois, parce que sur les bâtiments dits bourgeois, on ne pourrait pas faire de location courte durée, même pas du tout de location meublée d'ailleurs dans l'absolu, ce qui est compliqué. Maintenant, moi j'en ai sur lesquels j'en fais, le bâtiment est vraiment ancien, ce sera plus difficile si vous avez un bâtiment haussmannien. Voilà ce qu'on pourrait dire sur la prévisite, la visite du bien. J'espère que cette vidéo vous plaît. Mettez des commentaires, likez, partagez pour que je trouve la force de continuer à vous faire des vidéos. J'en ai plusieurs dizaines encore à faire sur cette série d'Investir comme un pro. Là, vraiment, on rentre dans le détail. C'est ce que vous payez cher chez des formateurs parfois débutants. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Ciao!